Salut à tous, c'est Brandon et on se retrouve pour un nouvel épisode de Dolce Velo, votre rendez-vous cyclisme en détente. Aujourd'hui, pas de preview, on va parler plutôt du début de saison, de la pré-saison. Dans le monde du cyclisme, on aime bien dire que la saison commence avec le week-end d'ouverture, des classiques, donc avec les Newsblad et Kurn-Bruxelles-Kurn. C'est pourquoi j'avais quand même envie de faire un petit topo sur ce qui s'est passé avant ces deux courses, faire un petit récap sur les différents vainqueurs, les coureurs qui sont distingués ou qui ont performé, ceux qui ont déçu, et j'avais également envie de voir un peu les équipes qui dominaient, les équipes qui avaient prouvé certaines choses dans ce début de saison et qui avaient bien préparé l'année. Donc je vais faire ce genre de vidéo une fois par mois. Logiquement, janvier, j'en ai pas fait parce que y a rien en janvier. Enfin, il n'y a pas assez de contenu en janvier. Et du coup, sans plus tarder, allons-y. Commençons même par prendre directement le premier, le Ligue 2 actuel au classement UCI. Petite surprise pour ma part, c'est le Suisse Mauro Schmid. Mauro Schmid est le coureur le plus prolifique de ce début de saison, grâce à ses résultats en Australie. Deuxième du Tour Down Under, quatrième de Arkade Evans Great Ocean Road Race. Ce sera le leader sur les Ardennaises pour la Jayco. Et c'est assez dur de prédire son futur classement sur les trois courses. Disons qu'un top 5 et deux top 10 sera un bel accomplissement pour le Suisse. Maintenant, il peut également viser un podium, surtout sur l'Amstel Gold Race, qui est peut-être pour moi la course qui lui convient le mieux. Même si je pense depuis le début de sa carrière, c'est sur la Flèche Wallonne où il a toujours le mieux performé. Mais un coureur comme ça qui est capable de rouler, de passer des bosses, je vois toujours plus intéressant sur l'Amstel Gold Race. Le Suisse a également remporté la Muscat Classique et une étape du Tour d'Oman. Tour d'Oman qui a été remporté par Christian Scaroni. L'Italien ferme la marche des podiums UCI avec 8 top 5 en 12 jours de course, dont 3 victoires. C'est donc toujours sur la lancée de ce qu'il a proposé l'année passée avec la Astana. Et comme j'ai déjà dit dans la preview d'Astana, maintenant ce qu'on attend de Scaroni, c'est de voir ses perfs-là sur les courses en tour, mais surtout sur les Ardennaises, principalement sur Liège-Bastogne-Liège. La course qui peut-être lui correspond le mieux parmi les trois. Qui dit début de saison avec l'Australie et Mauro Schmid, dit Jay Vine, le vainqueur de championnat national du chrono, mais également le vainqueur au classement général du Tour Down Under, qui a performé à un très haut niveau, qui sera équipier toute l'année chez UAE, donc on s'en fiche un peu de son avenir. Hein. Franchement, les mecs du UAE, comment la saison se profite pour eux, disons que c'est pas le plus important parce qu'on sait que la moitié de leur course sera faite pour être équipier. Mais l'autre grand gagnant notable de l'arc Océanie, c'est Tobias Lund Andresen. Donc le vainqueur de la Cadel Evans Great Ocean Road Race a également remporté l'étape du Tour Down Under et le classement par points. Nouvel arrivant chez Decathlon, on lui a directement donné un train très performant avec Gun Mestad et Pierre Gautra. On lui a également apporté... il y a également un nouveau directeur sportif dans l'équipe à la présence de Mark Renshaw. C'est pas le train principal de l'équipe, car on sait, la Decathlon a également recruté Olaf Koy, qui lui aussi aura son propre train. Donc, disons que l'équipe B sur les sprints de la Decathlon commence déjà à performer. Et c'est très bien. On sait que Lund Andresen, du coup, son programme, c'est le Giro. Donc c'est aussi entre guillemets là où ne sera pas Olaf Koy. C'est un bon moyen pour lui de se distinguer de pourquoi pas toquer à la porte du Tour de France pour l'année prochaine ou dans 2 ans. Autres sprinteurs notables qui ont gagné en ce début de saison. Il y a Guillaume Guirmet dans un premier temps qui a 2 victoires intéressantes. A un train solide, mais attention, on a vu beaucoup de vices dans son train. Avec des tentatives de ralentir un peu le reste du peloton quand on s'écarte. Mais sinon, en vitesse pure, Guirmet a été intéressant et a remporté 2.
Jonathan Milan qui est en train de farmer le Moyen-Orient avec déjà 5 succès. Dylan Groenewegen qui a gagné avec sa nouvelle équipe Day One. Ensuite, on a Mathieu Brennan qui devient un coureur dangereux et top 3, top 5 favori sur tous les sprints à profil accidenté. Milan Fretin et Brian Cocard, les deux lumières de la Cofidis qui viennent apporter leur succès de début de saison. Et la jeune pépite Tom Krabbe qui a déjà eu ses 2 succès à son actif en 2026. Je pense que la Flanders baloise n'a plus gagné depuis très 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 longtemps. C'est l'équipe qui forme beaucoup de coureurs mais qui ne gagne pas souvent. Et là, Tom Krabbe avec ses 2 victoires de ce début de saison, il vient de s'installer comme déjà un sprinter pareil, qui passe bien les bosses. C'est un peu la méta de toute façon des sprinters de manière générale. Mais c'est un coureur que je vois vraiment bien finir chez eux, par exemple pour l'année prochaine. C'est le genre de profil qu'ils aiment bien avoir comme chez eux. Mais le grand vainqueur de la hiérarchie des sprinters, c'est Paul Magnier. Le franco-américain remporte les 2 sprints à Algarve, battant des gros noms comme Philipsen, Dely, Meus, Ackermann, Moschetti. Et aisément, il s'installe dans le top 5 des sprinters les plus rapides au monde. Clairement, pour moi, les sprints semblent être définis par un quintet. Et dedans, clairement, c'est Merlier, donc son équipier. Philipsen qui l'a battu. Milan, le maillot vert sortant du Tour de France. Olaf Koy qui était un peu bloqué chez Visma et qui l'a été transféré. Et du coup, Paul Magnier. Pour moi, c'est vraiment le pentagramme du sprint. Et ce qui est bien, c'est que là-dedans, c'est assez complémentaire, hétérogène, dans le sens où les 2 derniers que j'ai cités, donc Koy et Magnier, sont les plus friables et enclins à laisser des victoires, mais ce sont clairement pas les plus lents. Si je dois faire un classement de vitesse par rapport au sprint, je dirais que Merlier est le plus rapide pour le moment, même si Magnier semble avoir plus de puissance. Merlier est peut-être celui qui prouve le plus sur la course, donc qui pour moi reste le plus rapide. Ensuite Magnier du coup, Olaf Koy, et puis Philipsen et Jonathan Milan qui sont aussi assez orientés classiques. Milan c'est le plus lent entre guillemets, mais c'est également le plus complet, le plus régulier, et c'est bien comme ça qu'il a été chercher son maillot vert sur le Tour de France, et ses 2 derniers Cyclamen sur le Giro. Maintenant, en termes de duel d'opposition, on aura Milan et Magnier avec Andresen, par exemple, en arbitre sur le Giro. Pendant que sur le Tour de France, il y aura un peu tout le gratin restant avec Tim Merlier, Jasper Philipsen, Olaf Koy, William Guermet, Milan Fretin ou encore un Mats Pedersen. Après les sprinters, parlons un peu des grimpeurs et des coureurs au classement général. Sans la présence de Pogacar en début de saison, il ne peut y avoir que des gagnants. Et la plus belle impression, du moins la plus belle progression, c'est son lieutenant Isaac Del Toro. Vainqueur d'un sprint en boss, du col de Jebel Afed sur le Tour, du classement général également. Le Mexicain s'installe comme un très solide contender au podium sur le Tour. Il bat Antonio Tiberi, vainqueur au sommet du nouveau col arabe de Jebel Mobra. L'Italien a surclassé l'opposition, notamment du Félix Gall, du Tobias Allan Johannessen, donc 2 coureurs qui se battaient pour le top 5 du Tour de France l'année passée, du Derek Gill ou du Michael Storer. Il sera présent sur le Tour de France cette saison, donc Tiberi, et lui aussi visera le podium. À voir un peu où il en est, parce que sur 3 semaines, ça fait un petit temps qu'il n'a plus sorti de référence. Maintenant, on connaît tout le potentiel d'Antonio Tiberi. Il est ultra complet, bon en chrono, très très bon rouleur. Franchement, c'est dépendant de si Vingegaard se présente sur la course, de comment roule Del Toro en tant qu'équipier de Pogacar. Le podium est totalement envisageable pour Antonio Tiberi. Les satisfactions de le Tour autres sont Luc Plapp, qui réalise une forte saison, mais peu productive, pour résumer grossièrement.
et Harold Terrada qui s'installe naturellement comme étant ce leader pour un classement général sur le tour pour l'équipe Astana. Ensuite, il faut quand même parler d'une petite déception. C'est Remco Evenepoel qui a été cependant rondement efficace à Majorque et à Valence, mais le Brabançon a souffert sur l'école du Moyen-Orient et il a pris le bouillon par 2 fois. C'est inquiétant pour sa nouvelle équipe, la Red Bull Bora, Hans Grohe, qui doit se demander comment on va organiser le tour si Remco n'est pas un prétendant général, sachant que le plan était de mettre lui et Lipovic pour le classement général et avoir 2 têtes pour un peu déranger justement Pogacar. Là, on se retrouve peut-être dans une situation où il n'y aurait qu'un seul leader, ça change un peu les plans et c'est beaucoup plus compliqué de vouloir jouer agressif, disons. La deuxième course qui a proposé un duel au sommet est le Tour d'Algarve. Vainqueur Juan Ayuso. Le nouveau Lidl Trek prouve qu'il a eu raison de partir et de quitter la UAE dès sa première course. Sa victoire à Mayao et le classement général devant João Almeida, qui n'est même pas deuxième. Donc il bat son ancien leader. Ça, c'est une très bonne chose, je pense, sur le plan psychologique. Et pour João Almeida, c'est déjà la deuxième défaite de la saison. Lui qui a déjà été battu par Evenepoel à Valence. Là, il s'incline face à Ayuso. Mais il ne finit même pas deuxième du général, il finit troisième car il doit également s'incliner face à Paul Sexas à domicile. Paul Sexas, c'est la sensation, la fraîcheur du peloton, qui avait déjà prouvé sur les championnats d'Europe, a réitéré, proche de lâcher Ayuso et Almeida sur le nouveau versant de l'Alto de Foya. Étape très très belle, col assez intense, il est vrai. Et il remportera cette étape et finira donc deuxième au général, devant du Oscar Only, du Kevin Vauquelin, du Dele Felipe Martinez, du Lipovic, enfin que des grands noms qu'on a déjà vus sur les grands tours. Il est l'heure de se demander à quelle place finira le Lyonnais sur le tour. Comment est-ce qu'il est en haute montagne? Est-ce qu'il tiendra 3 semaines? En tout cas, Ayuso et Sexas viennent apporter de la diversité face à cette équipe UAE qui avait tous les leaders encore l'année passée. Un autre grimpeur que l'on verra dans un peloton réduit sur le tour, c'est Tom Pidcock. L'Anglais a esquivé les gros et a prouvé sur les routes espagnoles qu'il sera au rendez-vous en juillet, mais surtout en avril. C'est peut-être pour moi le favori de la Flèche Wallonne, en l'absence de Tadej Pogacar. Dommage pour lui, il remporte aucun classement final en ce début de saison, car l'équipe UE a joué le surnombre sur toutes les classiques, avec notamment Wellens et Soler qui ont levé les bras. Et sur la Ruta del Sol, c'est Ivan Romeo qui a réalisé sa spéciale pour remporter le général. Le champion d'Espagne a tout pour remporter des étapes pour un tour cette saison. L'année passée, il a remporté l'étape sur le Dauphiné. Honnêtement, cette année, je le vois bien remporter l'étape sur un grand tour, à voir sur lequel il sera, entre le Giro et le Tour. Mais clairement, ses coups de baroudeur et sa lecture de la course, c'est très 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 intéressante pour l'équipe Movistar. Un autre coureur qui a réussi sa spéciale en ce début de saison, c'est Baptiste Weistrofer. Le Français a joué avec le peloton pour s'imposer en solitaire à Oman. Néanmoins, la course qui a vu le plus d'échappées au bout est le Tour de Provence. Bien que Mathieu Riccitello, équipier de Sexas, co-leader avec Sexas plutôt chez Decathlon, ait réglé l'étape reine face à la bêtise de Carlos Rodriguez, Arnaud Tandon a remporté la première étape et Axel Laurence la dernière, les deux via des échappées. Les sprinters n'étaient pas assez armés pour emmener le peloton. Et pour Arnaud Tandon, c'est une belle victoire pour l'équipe Conti qui est la Van Rysel-Roubaix. Et c'est un rouage parmi la machine prolifique que propose l'équipe depuis le début de saison, avec Jopo Hermans, Louis Ardouin ou encore Maxime Jarnet qui font des résultats cette saison en France. On peut le dire, c'est un peu l'équipe frisson de ce début de saison. Le seul coureur du top 10 UCI qui n'a pas été mentionné dans tout ce que je viens de citer, c'est Antonio Morgado. Bon, en même temps, c'est un peu un alien dans ce peloton. C'est une bête de physique. Il s'est déjà imposé en début de saison à Majorque et au Portugal. Et il possède 6 top 10 en 6 participations à des classiques. Cet homme est vraiment clutch et je sais pas comment
comment tu peux rouler avec lui et comment tu peux t'organiser dans ton équipe quand tu as ce coureur-là, parce que en même temps, c'est une pépite, tu as envie de l'utiliser à toutes les circonstances, mais en même temps, c'est un coureur qui est capable de t'apporter des résultats tout le temps, mais en même temps, tu as aussi meilleur que lui dans l'équipe. C'est très compliqué comme situation. Je pense que ça va bien se passer pour lui, hein, chez eux, il n'y a pas de souci, hein, mais qu'est-ce que ça ferait plaisir de voir Antonio Morgado faire une saison à la Mats Pedersen, par exemple, mais dans sa propre équipe, avec ses propres équipiers, plutôt que d'être dans cette équipe où quand tu as un équipier qui attaque, bah, tu peux juste te sprinter derrière et attendre que ton équipier gagne. C'est... Ça va être frustrant. Néanmoins, Morgado, il prouve que il est présent sur toutes les courses où il participe. Et ça, c'est intéressant. Parlons ensuite de quelques coureurs qui n'ont pas gagné, mais qui m'ont intéressé en ce début de saison. Qui vont falloir regarder leur fiche Pro Cycling Stats, tout simplement. Commençons par un coureur de la Carrera Oural, équipe surprise du Tour de France 2026. Samuel Fernandez, un jeune puncher de 23 ans, 22 ans, qui a quand même fait ses petits top 15 en ce début de saison sur les différentes courses espagnoles, qui étaient souvent dans le peloton réduit de 25-30 coureurs pour la... et seul coureur de la Carrera aussi. Donc c'est intéressant. J'ai envie de voir comment ce coureur va progresser. Je dis pas que c'est un coureur qui sera sur le Tour de France parce que c'est trop tôt. Enfin, de manière générale, je sais même pas comment la Carrera va emmener 8 coureurs sur le Tour de France. Mais en tout cas, Samuel Fernandez, c'est un jeune formé chez eux et qui est en train de montrer de très belles choses. Et pourquoi pas voir un peu la progression de ce coureur au fur et à mesure de la saison, surtout sur des classiques espagnols. Et surtout en fin de saison, en août, avec toutes ces courses qui se passent près des Pays Basques. Deuxième coureur qui m'a impressionné. Et vous allez voir que j'ai 5 coureurs, les 5 sont en Conti Pro, donc c'est vraiment pas mal, ça permet de découvrir un peu de nouveaux horizons. Là, on va clairement chercher un Sud-Africain, c'est Byron Munton, le Sud-Africain de la Modern Adventure, nouvelle équipe Conti Pro gérée par George Hincapie, ancien cycliste américain de renom. Le coureur sud-africain, honnêtement, je connaissais pas vraiment le profil du mec, enfin, lui-même le gars. Et ça a été très solide dans ce début de saison. Ça a l'air d'être un grimpeur, mais assez complet, à en voir ses résultats. Sur la Tour, j'ai pas eu le temps de vraiment l'apercevoir, mais il finit quand même avec une deuxième place sur la dernière étape. Une 11e place sur l'étape de boss. Mais là où il m'a vraiment impressionné, c'est sur le Tour, où il finit 14e au Jebel El Mobra et également 13e au Jebel Afet. Sur le chrono, il perd pas trop de temps et ça lui vaut une 14e place au classement général. Franchement, c'est pas mal du tout. Et il pourra se dire qu'il a battu Remco Evenepoel sur une étape de montagne, par exemple, en 2026. Rien que ça, c'est à mettre sur le CV. Ensuite, en 3e place, enfin, je ne fais pas vraiment de classement quand je dis 3e place, mais en tout cas, 3e coureur qui m'a assez impressionné. C'est un peu moins de surprise, lui. C'est Lukas Kubiš, le Slovaque de la Unibet Rose Rocket. Équipe qui, justement, n'est pas sur le Tour de France et d'où ça polémiquait un peu, justement, sur la participation au Tour. Ça se bagarrait un peu avec la Carrera Oural. Lukas Kubiš, en tout cas, aurait été une très belle carte à avoir sur le Tour de France parce que il a un profil très complet, mais physiquement, il a l'air déjà assez prêt à endurer les grosses courses. Et son début de saison est dans la lignée en fait de la fin de saison 2025 qu'il a sorti. Sauf que moi, j'avoue que la fin de saison 2025, j'ai pas du tout regardé quasiment, donc c'est pas quelque chose qui m'a tapé dans l'œil. Je connais le coureur, je sais qu'il a déjà été champion national et je sais qu'il était solide en continental. Et je suis content de voir que le passage en Conti Pro et même un peu sur la scène World Tour lui fait du bien. En ce début de saison, c'est 3 deuxièmes places sur l'étoile de Bessèges. Hélas, aucune victoire, alors que je pense que c'est à chaque fois des coureurs qui le bat, il aurait pu les battre. Il y a également cette 3e place à la première course de la saison sur le Grand Premio Castellón.
Il est à la 9 place sur la classique à Rennes. Une classique qui a un peu des allures de Strade Bianchi, mais aussi un peu des allures de Flandrienne. Franchement, j'ai hâte de voir un peu sa saison, son programme. Il est prévu sur toutes les Flandriennes, donc on va voir ce que ça donne. Et ensuite, on verra s'il sera aligné sur le Giro ou pas, sachant que maintenant, l'équipe Unibet Rose Rocket est annoncée sur le Giro. Est-ce que Lucas Kubis ira dessus ou est-ce que il sera un peu trop cramé après la campagne de classique et du coup, on verra plus sur des autres courses et classiques de fin de saison. Avant-dernier coureur, lui est même pas en fait en Conti Pro, c'est encore pire, il est en équipe développement encore. C'est Hector Alvarez, le puncher espagnol de la Lidl Trek, Future Racing du coup, a été très très intéressant ce début de saison. En fait, c'est le genre de début de saison où tu te demandes pourquoi le mec n'est pas directement dans l'équipe pour le tour, tellement il est bon quoi. Et que tu sais que dans cette équipe-là, t'as d'autres coureurs qui sont moins bons. Du coup, Hector Alvarez a eu un peu ses libertés dans ce début de saison sur la plupart des courses. Et sur les classiques espagnols, il a fini par 3 fois dans le top 10. Sur le Tour d'Algarve, il a un peu joué les équipiers de Juan Ayuso, ce qui fait qu'il a eu moins de marge et finit à une 17e place au classement général. Mais là où il m'a impressionné, c'est le chrono où il sort une 8e place sensationnelle. Devant du Fural Lipovic, devant du Joao Almeida, devant du Naef Felipe Martinez. J'ai vu le niveau de puncher que le gars avait déjà l'année passée. Mais le niveau, s'il a aussi ce niveau-là sur l'effort individuel, c'est à se demander comment est-ce qu'il va se développer dans le futur, si le gars va pouvoir devenir aussi un peu plus grimpeur et voir comment il va pouvoir jouer des classements généraux à l'avenir. Parce que je pensais que plus à un profil purement puncher, profil purement peut-être même ardennaise ou même des classiques et tout. Mais là, on se retrouve avec un mec qui peut gagner, pourquoi pas, un Paris-Nice, un mec qui peut aller gagner des courses par étapes où il n'y a pas trop de montagnes, quoi. Donc, même un Pays Basque, tout simplement. Donc, à voir pour la suite. Dernier nom des coureurs qui m'ont donné une belle impression, c'est le français Mathis Rondel. Le grimpeur de la Tudor, c'est un jeune espoir assez connu qui commence à prendre un peu de temps pour éclore, je trouve. Mais disons que cette année, ça a l'air d'être... ça part déjà de la meilleure des manières, avec 2 top 5 sur les classiques espagnols dans ce début de saison, en 2 participations, et cette 12e place au général sur le au Tour, devant Michael Storer, son équipier. Il a été assez solide, enfin, il était régulier sur l'école, il a fini 11e et 14e. On sent que quand les cols sont plus longs, on va dire que c'est de la haute montagne, c'est plus son profil. Et qu'il a encore besoin de gagner en puissance, peut-être sur les cols plus courts. En tout cas, il a que 22 ans. Je pense que cette année, c'est la bonne pour l'envoyer sur un grand tour. Pour lui mettre un programme un peu plus World Tour. Il a l'air d'avoir fini d'être prêt. Enfin, il a fini ses classes en espoir. Là, je pense qu'il est prêt. Et, avec tous ces jeunes Français grimpeurs qui arrivent, Mathis Rondel, on l'a limite un peu oublié ces derniers temps. Et là, franchement, il est en train de montrer à quel point il y a des talents de partout. Et que, ouais, tu peux avoir une année, 2 années de moins bien ou en espoir, ou tu prends un peu plus ton temps, tout simplement. Quand t'as un potentiel, quoi. Et voilà. Parlons ensuite de coureurs qui ont déçu en ce début de saison. Tant qu'on est sur l'UAE Tour, peut-être devrais-je parler de Ben O'Connor, qui était présent sur la course et qui a été totalement invisible. Il a été également présent sur le Down Under en ce début de saison. Il a été tout aussi invisible, mais par chance, il finit 10e au général grâce aux différents classements sur les étapes. Disons que la seule fois où j'ai eu Ben O'Connor sur ce début de saison, c'est sur les championnats d'Australie où il est seul en tête et que tactiquement Luc Plapp fait de la merde. C'est là où je l'ai vu. Et Ben O'Connor, c'est un peu l'histoire tragique d'un coureur qui était à un potentiel, enfin un niveau exceptionnel il y a encore 2 ans,
qui était un des meilleurs grimpeurs au monde et qui, là, n'arrive plus trop. Pour quelles raisons, c'est encore dur à expliquer. Peut-être des années de moins bien, peut-être des années de chute, peut-être des entraînements pas adaptés à son profil. Franchement, j'en sais rien. Pour moi, la raison qui se rapproche le plus, c'est qu'on est passé d'un coureur qui grimpait superbement bien à un coureur qui veut un peu plus s'orienter vers des classiques. Et ça se passe pas trop bien. Maintenant, à voir comment la suite de la saison va être pour lui. Là, sous le tour, il était vraiment pas bon. On est même en train de parler d'un Luke Plab qui jouerait des classements généraux cette saison et qui serait un leader au détriment d'un O'Connor. Donc franchement, on verra. Déjà, O'Connor va sur le Giro et pas sur le Tour. Ça, déjà, c'est un peu un premier coup sur la tête. Ensuite, on verra ouais, comment ça va s'organiser autour de lui sur la course, s'il sera leader, s'il va jouer des étapes, etc. En tout cas, sa science de la course est toujours présente, ça c'est sûr. Mais maintenant, il faudra voir quel est le niveau de ses jambes, quoi. Ensuite, autre grimpeur qui n'est pas trop au niveau en début de saison, Santiago Buitrago. Lui, les raisons, elles sont évidentes. Je pense qu'il est toujours un peu en baisse de niveau à cause de sa chute de l'année passée sur le Tour de France. Depuis, il n'y a pas eu de très bons résultats. On a vu sur la Volta, il n'a pas été au rendez-vous. Il a fait 15e du général, ce qui est assez loin, alors que c'est un mec qui a déjà fait top 10 du Tour de France l'année d'avant. Là, sur le Down Under en début de saison, je ne savais même pas pourquoi il était aligné. Enfin, pour moi, normalement, si tu l'as aligné, ça veut dire que tu voulais qu'il le remporte, vu son niveau intrinsèque. Il a été pas bon. Il finit 30e de la seule étape où il y a eu des écarts et il finit 22e au général. Il n'a pas été au rendez-vous sur les championnats nationaux non plus, donc ouais, je comprends pas pourquoi on l'a fait rouler en début de saison. En tout cas, là, je vois que son programme est prévu. Enfin, qu'à son programme est prévu un Tirreno Adriatico, un Tour de Catalogne et un Giro d'Italia. Je pense que le Giro va lui faire du bien. S'il revient avec ses belles jambes, c'est un top 5. Maintenant, on verra comment. Si on le laisse le temps de revenir, s'il est toujours un peu cramé. Et aussi, que dire de la suite de sa carrière, parce que, étonnamment, il est en dernière année de contrat. Il a que 26 ans. On sait qu'à Bahreïn a peut-être déjà un ou deux leaders d'avenir en la présence de Tiberi, en la présence de Lenny Martinez. Est-ce qu'ils vont continuer à compter sur Buitrago? Est-ce que Buitrago n'aurait pas intérêt à partir aussi pour avoir sa carte pleinement sur les Ardennaises? Car l'année passée, Buitrago était une option plus forte et plus explosive que Lenny Martinez. Mais on a vu que sur la Flèche Wallonne, c'est Lenny Martinez qui finit devant Buitrago par exemple. Est-ce qu'il faudrait pas penser à un départ pour Buitrago, histoire qu'il aille jouer les Ardennaises dans une autre équipe? Franchement, la question elle peut se poser. Il y a plusieurs équipes qui peuvent lui apporter cela. Je pense par exemple à Movistar. Là, Astana c'est bouché, mais quelle autre équipe il pourra encore aller? Ouais, j'ai vraiment tendance à dire que tu peux tenter quelque chose comme ça à la suite de la Quick-Step aussi. Enfin, franchement, il y a de la place avant le tour. Et il y a encore plus de place en Conti Pro, hein, pour être honnête. Donc voilà, Buitrago, je pense que c'est l'année où il faut continuer à montrer des choses pour gonfler ton futur contrat pour l'année prochaine. Autre coureur en dernière année de contrat, Casper Van Uden. Casper Van Uden, lui, c'est pareil, c'est un coureur qui sera sur le Giro cette année. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tous les coureurs qui sont pas bons en début de saison, ils seront sur le Giro. Je sais pas si c'est lié au fait que le Giro est dans longtemps, donc la forme au plus bas, ou si c'est les coureurs qui justement sont en sous-performance, mais qui ont quand même déjà apporté des résultats, donc on leur fait confiance, mais à moitié. En tout cas, Casper Van Uden, c'est un top 10 sur ce début de saison sur le Down Under, une 17ème place au mieux sur l'UAE Tour. C'est pas bon. Pour un mec qui a remporté l'étape sur le Giro l'année passée, on est très loin de ses standards. Pour une équipe qui a perdu Tobias Andresen, donc il y a un sprinter entre guillemets en moins, où il faut justement montrer sa place et prouver son niveau de leader en sprint, ben c'est pas bon ce que propose Casper Van Uden, tout simplement. Donc, petite piqûre de rappel.
Et on espère que la saison va mieux aller pour lui. Il est prévu sur Paris-Nice. C'est déjà une première course World Tour intéressante où il va devoir prouver que il peut le faire. Parce que sinon, le Giro va être très très compliqué pour lui. Autre sprinter qui, lui par contre, ne sera pas sur le Giro du tout, je pense, c'est Alberto Dainese. Pareil, même programme de course que Casper Van Uden en ce début de saison. C'est Down Under et l'UE Tour, mais lui c'est encore pire, il n'y a pas de résultat. Le meilleur classement c'est 11ème sur une étape de l'UE Tour. Et pour un mec qui vient d'arriver chez Souda Quickstep, proposer des résultats aussi loin en termes de sprint, Ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Sachant que dans cette équipe-là, tu as Merlier et Bagné, que les deux vont chacun aller sur leur grand tour. Un Dainese qui performait pouvait pourquoi pas aller sur la Vuelta en tant que sprinter de luxe, voilà. Dans cette nouvelle Quickstep qui a beaucoup moins de grimpeurs et de leaders au classement général. Mais là, l'avenir de Dainese, je me demande même si c'est pas plus un avenir de poisson pilote pour un des deux sprinters que j'ai cité avant, parce que le train de Merlier, aussi fort soit-il, je trouve que le train est assez... Ouais, il est perfectible, pour dire les termes. Et le Bagné doit encore trouver un peu son train et avoir ses gars de confiance. Est-ce que Dainese peut être un mec de confiance de Bagné? J'en sais rien. Ils ont les mêmes problèmes de placement tous les deux, en toute façon, donc peut-être que les deux vont se... Dans leurs défauts, vont se complémentariser. En tout cas, Dainese, là, il est en train de griller ses cartes de sprinter principal chez Quickstep. Il y a un autre Quickstep qui est en train de griller ses cartes en ce début de saison, qui lui aussi en fin de contrat, et je sais pas trop comment ça va se passer. C'est Maury Van Sevenant. Le belge, j'allais dire le jeune belge, mais il est plus si jeune que ça maintenant, il est sur l'année de ses 27 ans. Il est clairement aussi en quête de performance. Son meilleur résultat de la saison, c'est une 8ème place au général sur la Lula Tour avec une 5ème place sur l'étape de côte. C'est pas mal, mais quand on voit les noms qu'il y a autour de lui, c'est pas les noms auxquels Van Severen nous a habitués à l'époque où il arrivait dans le World Tour, à l'époque où c'était un jeune qui avait des choses à prouver. Là, il est en dernière année de contrat chez Quickstep. Une Quickstep qui n'a plus le gros leader en montagne, où justement tout le monde peut un peu recommencer à montrer son niveau et à prouver. Van Severen, là, il est encore en train de se cantonner un rôle de futur équipier sur toutes les courses de la saison. Je sais même pas si sur les Ardennaises il y sera, ou s'il sera une pièce importante de l'équipe. Donc, à voir comment l'avenir va se dessiner pour lui. Je ne vois pas spécialement rester chez Quickstep, mais j'ai l'habitude de faire des vidéos et des podcasts, et que le jour de la sortie ou le lendemain, le mec que j'ai critiqué performe. Alors, ça m'est arrivé avec Bernard l'année passée, toute l'année. Je pense que là, Van Sevenant est sur le Giro de Sardaigne. La vidéo, elle sort jeudi matin. Honnêtement, jeudi après-midi, il y a victoire de Van Sevenant. Je suis même pas surpris en fait. Donc, si à la fin il peut faire aussi une petite célébration chute, vraiment montrant. Parfait, c'est la totale. Quoi qu'il en soit, je souhaite qu'il performe à nouveau, parce qu'il a un talent, ce mec. Et peut-être que c'est pareil, ça peut être un manque de confiance, ça peut être une perte de niveau, ça peut être un entraînement qui ne convient pas, peu importe. Si un départ il doit y avoir, ben, il y aura, et il y a beaucoup d'équipes, je pense, qui seront intéressées par avoir un coureur de ce profil-là. C'est tout pour le récap de ce début de saison. N'hésitez pas à commenter sur la vidéo, à parler de vos coureurs de début de saison, vos coureurs préférés tout simplement, à poser vos questions, à parler aussi de votre équipe. C'est vrai que j'ai pas parlé au final des équipes dominantes de ce début de saison, mais je pense qu'avec le récap, vous l'avez plus ou moins compris. Il y a quand même 3 équipes qui se distinguent en termes de domination, on va dire tout terrain. C'est la UAE, c'est la Jayco Alula et c'est la Decathlon. C'est pour moi les 3 grosses équipes. Et peut-être que la Jayco, j'avais égalité avec la Lidl Trek, parce que
quand les Trek et Jonathan Milan ça performe, quand il n'est pas là, ben, ça performe un peu moins, mais il y a quand même Ryan Ayuso. Mais Jeko Alula a montré beaucoup de choses avec des coureurs qui sont un peu plus en dessous des radars. Donc, ouais, je vais mettre Jeko Alula quand même au-dessus d'Idle Trek. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à donner vos avis, vos commentaires, à vous abonner, à liker. Ça fait vraiment plaisir de voir que ben, les vidéos font un peu leur nombre de vues. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À mon avis, ce sera une preview. On va continuer cette liste. Et la prochaine équipe, je ne spoile pas, mais c'est un multiple vainqueur de monuments qui en est le leader. Allez, ciao ciao, à la prochaine.